Ces blocs de plâtre sont des moulages qui ont été faits à la Place Royale lors de fouilles pour comprendre ce qui s'est passé avant l'arrivée des Blancs. Alors, on a fait des fouilles à la Place Royale sur des anciens campements indiens et par inadvertance, on a découvert des sépultures. Alors, pour ne pas fouiller les sépultures sur le terrain même, on les a enveloppées de plâtre, on a fait une espèce de coquille, on les a enlevées du sol et on les a apportées ici en laboratoire. Donc, contemporanéité des deux. Contemporanéité des deux sépultures. D'autant plus intéressant. Contemporanéité des deux sépultures, mais sépulture d'enfant et sépulture d'adulte. Petite colimaçon. Oui. Il y en a d'autres. Les squelettes qu'on avait trouvés dans les fosses, on les ramène en laboratoire et on procède d'abord à un premier nettoyage où on consolide des os qui sont fragiles et où on nettoie simplement à la brosse douce les autres os. Puis, dans une seconde étape, on procède au recollage des pièces et finalement, on analyse les corps eux-mêmes, les squelettes eux-mêmes, pour apprendre l'âge des individus, le sexe des individus, pour voir éventuellement s'ils étaient atteints de certaines pathologies particulières. Et puis, on arrive ainsi à reconstituer peu à peu l'état démographique, l'espérance de vie, si on veut, de ces populations-là, selon les sexes, etc. Dans la première fosse, il y avait 4 enfants. Et ces 4 enfants-là étaient plus jeunes que 6 ans et demi. Plus vieux avait 6 ans et demi. Il y en avait un autre de 6 ans. Il y en avait un autre qu'on voit ici, qui avait aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Et il y en avait un autre, beaucoup plus jeune, dont on ne possède que certaines traces, et qui correspondent soit à un fœtus avancé, soit à un tout jeune nouveau-né frais. Dans la seconde fosse, il y avait 4 adultes et 2 enfants. Tous les adultes ont au moins 30 ans et il n'y a apparemment pas de vieillard qui aurait 60 ans, par exemple, ou plus. Donc, on est avec des adultes d'âge moyen, relativement robustes, mais pas autant que certaines autres populations préhistoriques que l'on connaisse, avec des dents, une dentition très usée. On voit toutes les plages d'usure sur les différentes dents, mais quand même une bonne denture. Disons que les deux sépultures, celle des enfants et celle mixte, adultes et enfants, remontent fort vraisemblablement à la même époque. On est en face de coutumes funéraires semblables. Il y a peu d'offrandes funéraires, mais les offrandes funéraires qu'on trouve dans l'une et dans l'autre des deux fosses sont semblables. Et non seulement sont-elles semblables, mais elles ressemblent aussi à des offrandes qu'on a trouvées dans le site iroquoien
préhistoriques de Mandeville. Donc, ces squelettes devraient d'une part être contemporains, les deux fosses devraient être contemporains, et d'autre part, être situés à peu près à la même période que le site de Mandeville, c'est-à-dire des Iroquoiens préhistoriques, antérieurs à l'arrivée de Jacques Cartier, mais pas beaucoup. Peut-être 1400, entre 1400 et 1450, des choses comme ça. Les Iroquoiens qui ont enterré leurs morts dans les deux fosses de Place Royale ont pratiqué divers modes de sépulture. Il y a, d'une part, des individus qui ont été enterrés un peu comme ici, de façon repliée, c'est-à-dire les deux cuisses ensemble, puis les membres inférieurs repliés sous les cuisses, puis le bras replié avec une main en direction de la face, puis le dos recourbé pour occuper de petits espaces. Ça, c'est une façon commune à ce qui se passe généralement dans le nord-est pour les mêmes individus. Mais tous les individus ne prenaient pas cette position, n'ont pas été repliés culturellement, secondairement à cette position. Il est vraisemblable de croire que les Iroquoiens qui vivaient dans la vallée du Saint-Laurent enterraient leurs morts immédiatement, quelques jours si vous voulez, après leur décès. À ce moment-là, soit dans des fosses individuelles, si on était en période où on pouvait creuser ces fosses-là, soit en groupe, dans des périodes où, après une période où on ne pouvait pas creuser le sol, ou lors de décès subis de 2 ou 3 individus. Mais il y avait des coutumes funéraires différentes ici de ce qui se passait ailleurs. La Place Royale est, depuis quelques années, systématiquement fouillée pour découvrir toutes les activités humaines, autant françaises qu'amérindiennes. La Place Royale a été occupée depuis les années 1000 avant notre ère par les Amérindiens jusqu'à l'arrivée des Blancs. Et lorsqu'on essaye de comprendre toutes les activités humaines qui se sont passées là, c'est excessivement complexe parce qu'il y a eu des remplissages, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées là. Et les fouilles archéologiques tentent de comprendre ces activités-là.
en gros, pourquoi on creuse ici à Place Royale pour la deuxième habitation de Champlain, on peut distinguer 3 buts, finalement. Premièrement, c'est l'intérêt du site. Champlain était là. Ça, c'est très intéressant pour beaucoup de monde. Deuxièmement, au niveau scientifique, c'est-à-dire archéologique, c'est un site très intéressant parce que c'est ici un des sites les plus vieux du Québec, du Canada même. Alors, si on creuse ici, on peut commencer on commence au début de l'évolution culturelle. Le troisième but, c'est des informations pour la restauration d'autres immeubles de la Place Royale. Alors, on a certaines techniques, les plus vieilles techniques de construction. Les architectes trouvent ça très intéressant, l'allure de murs avec les pierres partiellement exposées, avec le mortier comme ça. Pour la restauration, on peut dire que c'était comme ça à l'époque. Alors, après 300 ans, il n'y a pas beaucoup de murs comme ça qui sont toujours intacts. Cette année, nous avons dégagé l'aile nord du vieux magasin, le magasin du roi. Mais, d'après ce que nous avons découvert, ce n'est vraiment plus l'aile nord du magasin du roi, c'est plutôt la maison Marquis. Comment vous procédez rendu à la couche d'occupation? À proprement parler, il y a des gens qui fouillent minutieusement pour tout sortir les objets. C'est ça. Au début, on a descendu un puits de sondage pour voir ce qu'on allait trouver. Et ça, c'était creusé minutieusement, mais comme j'ai dit, on a trouvé que du remplissage. Alors après ça, on creusait à la pelle la plupart du temps. Et quand on a frappé une couche intéressante, c'est-à-dire la couche d'occupation de la fin du 17e siècle, nous avons nettoyé tout le remplissage et après ça, on a commencé de creuser juste à la trouelle. Et ça veut dire gratter minutieusement pour trouver les artefacts en place, pour distinguer une couche d'occupation de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une couche d'occupation dans la fonte de la cave, il y en a au moins 3. Tous de l'époque Ben, probablement tous de la deuxième moitié du 17e siècle. Actuellement, je ne suis pas capable de dire ça date de quelle époque ou ça date de quelle époque, parce qu'il y avait d'autres propriétaires avant Charles Marquis. Il y avait, par exemple, la Compagnie des Indes occidentales, qui était également propriétaire de l'aile nord du magasin. Toute la terre de la même texture, de la même couleur, qui a été déposée en même temps, on présume. Chaque couche est identifiée avec un numéro et bien entendu, tous les artefacts qui viennent de cette couche sont identifiés avec le même numéro. Donc, vous savez précisément de quelle couche vient chaque objet que vous sortez. C'est ça. Il y a aussi des techniques. Si les artefacts sont laissés in situ, c'est-à-dire dans la place où les gens les employaient, on les dégage et peut-être on la localise sur une carte aussi. Comme le marchand de vin, on a trouvé des cannelles qui peut-être sont tombées directement dans l'endroit où ils le servaient. Alors ça, c'est un artefact in situ et d'habitude, on marque ça sur un plan et on prend le niveau par rapport au benchmark. Et alors, plus tard dans le laboratoire, je serai capable de localiser exactement cet artefact. Pour les couches d'occupation,
On coupe ça à la truelle. Après ça, on tamise la terre pour vérifier qu'il n'y a rien manqué. Et parfois aussi, on prend des échantillons pour tamiser avec un filet très, très fin, un 16e de pouce. Parce que parfois, on manque des toutes petites perles ou des épingles, des choses comme ça qui passent à travers l'autre, un plus grand tamis. Qu'est-ce qu'il arrive des artefacts que vous trouvez dans des couches d'occupation, si je peux dire? On garde tout et toutes les choses susceptibles d'être restaurées, on le fait. C'est-à-dire, pour la cuivre, on la met dans un bain d'acide qui coupe l'oxyde. Après ça, on le nettoie de plus en plus avec des produits chimiques. Et après ça, on met une couche de vernis ou quelque chose pour protéger l'objet. Après ça, on peut le mettre dans un musée, par exemple. Oui, ça va être accessible au public après, les gens? Pas tout, bien entendu, mais oui, en principe, certaines de ces artefacts seront exposés, disons, dans les bouts de la maison Fournel, par exemple. L'archéologie préhistorique étudie des vestiges qui sont beaucoup moins spectaculaires que l'archéologie historique. L'archéologie historique, lorsqu'elle travaille sur des vestiges monumentaux comme des structures de maisons, ça ne ressemble pas du tout à l'archéologie préhistorique qui, elle, travaille dans des couches d'occupation beaucoup plus minces, beaucoup plus difficiles à analyser. Les habitations que les Amérindiens ici ont laissées, les traces d'habitation que les Amérindiens ont laissées sont beaucoup plus minces. Ce sont des traces de piquets, des foyers, des dépotoirs. Alors, l'étude de ces vestiges-là est peut-être plus proche des sciences de la Terre que l'archéologie historique, qui, elle, peut être plus proche de l'histoire comme telle. Au niveau des méthodes, souvent, ça se recoupe parce que les archéologues historiques et préhistoriques utilisent des méthodes aussi raffinées pour analyser des petits vestiges, dans les deux cas aussi. Lorsque les archéologues historiques ont voulu repérer la deuxième habitation de Champlain, ils ont trouvé tout à fait par hasard des couches contenant des vestiges amérindiens. Et on a demandé à des préhistoriens de venir évaluer pour voir si vraiment il y avait un site. Et on s'est aperçu qu'à l'extérieur de la maison de Champlain, les traces d'habitation amérindienne étaient intactes. Et ça s'est révélé être un site excessivement important, avec au moins 3 couches d'occupation, et le site probablement a été habité sur une période d'au moins 2000-2500 ans. Premièrement, on a découvert dans les premières couches d'occupation les traces des habitations iroquoiennes, c'est-à-dire des sédentaires qui sont établis ici, qui ont vécu de chasse, de pêche et aussi de culture du maïs, parce qu'on a découvert pas seulement de traces sur la culture du maïs comme telle. Alors ça, ces Iroquoiens-là étaient probablement ici un petit peu avant que Champlain arrive, et ils sont restés quand même quand Champlain, c'est-à-dire pas quand Champlain, quand Cartier est venu. Après ça, en dessous de la deuxième couche d'occupation, on a découvert des traces d'habitation des pré-Iroquoiens, des gens qui vivaient de chasse et de pêche, c'était des nomades qui n'étaient pas encore sédentarisés, qui sont venus ici très souvent, au moins durant 1000 ans de temps, et qui ont laissé des dépotoirs, des fosses à déchets, beaucoup d'outils lithiques, de la poterie, des harpons, des daganas, etc., etc. Est-ce que justement ces recherches-là, ça pourrait servir aujourd'hui dans les écoles, par exemple, qui concernent les Amérindiens eux-mêmes pour propager leur propre culture, ou si eux autres ont déjà une tradition orale très forte? Bon, cet aspect-là, c'est à 2 niveaux. Premièrement, dans le monde amérindien, là,
La tradition orale qui raconte le passé des Amérindiens ne remonte pas jusqu'à des temps aussi lointains. Alors, c'est bien sûr qu'une explication sur les passés très lointains de l'histoire amérindienne, pour les Amérindiens, ça a une implication très, très spécifique là, pour démontrer comment les Amérindiens vivaient ici, comment était enracinée la culture amérindienne. Ça apporte des éléments souvent nouveaux pour les Amérindiens. D'autre part, pour les Blancs aussi, ça a une implication énorme. C'est-à-dire que pour les Blancs, c'est-à-dire pour les Québécois là, qui s'identifient actuellement à un nous collectif puis à un territoire bien donné, là, on a souvent tendance à oublier tout ce qui s'est passé avant, tous les milliers d'années qui s'est passé avant. C'est pas notre histoire, mais c'est l'histoire du territoire. Et c'est très important pour les Québécois de connaître l'histoire du territoire, même si c'est pas l'histoire de leur culture comme telle. Ainsi, la vallée du Saint-Laurent est habitée par des peuplades amérindiennes depuis plus de 6000 ans. D'abord nomades, pratiquant la chasse et la pêche, ils sillonnaient cette région à la recherche de gibier et de fruits sauvages. Suite à une transformation de leur culture, certains d'entre eux se regroupent en villages permanents et pratiquent l'agriculture. Ils habitent de longues maisons dans lesquelles vivent plusieurs familles. Ils cultivent le maïs, la courge et pratiquent encore la cueillette des fruits sauvages et la chasse d'appoint. Par exemple, lors de la visite de Cartier en 1534, un village amérindien est assis sur l'emplacement même de la ville de Québec d'aujourd'hui. En 1608, Champlain choisit la bande de terre située en bas du Cap-Diamant pour y installer la première habitation permanente de cette colonie qui sera la Nouvelle-France. Il y construit une habitation de bois, à même les noyers et les pins s'élevant autour de lui. Cette construction dépérit très vite, compte tenu des conditions climatiques très différentes qui sévissent dans cette partie du Nouveau Monde. Quelques années plus tard, on y érige la seconde habitation, de pierre cette fois. Malgré la précarité de cette deuxième construction, on consacre la permanence de l'installation française en Amérique du Nord.